Ok, vous êtes presque épuisé, je vois, mais la première main est déjà là. Thomas. Roepen, want ja. Je m'appelle David, j'habite Bruyère. J'ai lu une étude de la commune de Molenbeek qui a sorti de IDEA Consult il y a quelques mois, qui a étudié le potentiel de construire les logements sur le quartier Evert. Et comme je partage le souci de M. Zulkeris, comment on va répondre au boom démographique qui nous attend, j'étais très content de dire que cette étude prévoyait un potentiel de construction de maisons dans le quartier Evert pour environ 40 000 personnes si les activités de voiture pourraient être déplacées. Je pense que tout le monde qui connaît le quartier Evert peut s'imaginer que ce chiffre est réalisable quand on voit la superficie immense des stocks de voitures dans le quartier. Par contre, il y a un point crucial pour que le quartier Evert puisse être développé comme une zone avec plus de population. Et c'est qu'on a besoin d'une place publique qui peut accueillir une augmentation des habitants dans ce quartier. J'ai un peu l'impression que maintenant, au niveau politique, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec la porte de Ninov, mais j'ai un peu peur comme citoyen que l'histoire plus large n'est pas prise en compte et qu'en créant des habitations sociales sur un tour sur la porte de Ninov, avec une musée et un parc, ce n'est pas réalisable, c'est peu demandé. Donc voilà, je me pose la question, c'est quoi le rôle du gouvernement dans ce débat? Est-ce qu'ils doivent être le coordinateur qui stimule le secteur privé et d'autres secteurs pour réaliser un maximum d'habitations sociales et autres dans le quartier Evert, ou est-ce qu'ils deviennent un acteur eux-mêmes en construisant des trucs sur la porte du Ninov? Et s'ils font ça, qui va prendre la coordination sur ce dossier? Ok. Deux autres questions, parce qu'on commence. Luc. Oui, moi j'ai une question par rapport à il y a la porte de Ninov, mais aussi comment elle est reliée au restant des villes. Je pense entre autres à la route de haut du canal et la route qui va vers la gare du Midi, le boulevard. Voilà, Poincaré. Et j'ai des gros doutes par rapport à Belléris quand je vois comment le canal du côté de ville a été aménagé, où il n'y a même pas de place pour les vélos. J'ai un gros doute sur comment on tient compte des habitants et des gens qui habitent là dans ce rôle de coordination. Enfin, comment est-ce qu'un acteur comme Belléris va pouvoir faire quelque chose qui est réellement profitable aux habitants et non pas juste aux bailleurs. Ok. Troisième question, Mohamed. En fait, je ne partage pas l'optimisme de M. le ministre sur la question de la participation. En fait, ça fait des mois et des mois qu'on suit ce dossier-là. On s'est vu une fois lors d'une rencontre. On a su le jour même, donc très peu d'habitants étaient présents. Et vous avez promis que l'information circulera, que votre cabinet va circuler l'info sur ce qui se passe, et ce qui n'a pas eu jusqu'à présent. Je crois que vous avez reçu Eva du comité transport via la RO, qu'on n'a jamais eu de réponse. Je me demande en fait, comment dire, est-ce que vous tenez vraiment à ce qu'il y ait, est-ce que les habitants des associations qui suivent le dossier puissent suivre en fait, ce qui se trame en fait pour la place. Ok. Trois questions qui sont très claires. Je vais commencer au moins par celle-là. Effectivement, je me suis engagé à ce qu'il y ait un processus de participation le plus large possible, et il aura lieu. Je veux dire, aucune décision n'a été prise entre le moment où on s'est vu à l'époque, et au contraire, tout le contenu des discussions qui ont eu lieu lors de cette soirée ont été la base des réflexions
qui ont amené le bureau de Xavier de Gator à travailler justement sur des projets qui vont... On n'a toujours pas, nous, adopté une position à présenter aux habitants et à présenter au quartier, avant justement de lui donner un caractère beaucoup plus définitif. Et donc, ces rendez-vous vont arriver inévitablement. Donc, c'est pas rien comme travail qui a pu être réalisé là et qui vous a été présenté ici dans les grandes lignes. Il fallait faire ce travail-là avant de revenir rencontrer les habitants. Et je pense que... Pardon ? Oui, dans la réunion ici, elle est faite en plus. Pour moi, je ne considère pas que ça fait partie du processus de participation auquel je faisais référence. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un seul projet de logement qui a été construit sous cette législature qui n'a pas fait l'objet de plusieurs réunions, jusqu'à 7 réunions, avant les démarches officielles qui sont l'enquête publique au moment après le dépôt du permis d'urbanisme. Et on fait ces réunions généralement avant même de choisir les architectes, avant de déterminer le nombre exact de logements qu'on veut construire, etc. Et donc, ces rendez-vous-là, vous les aurez, et le quartier les aura de manière extrêmement claire, et on aura même d'autres rendez-vous avant, parce qu'effectivement, il y a d'autres étapes urbanistiques à régler avant le dépôt d'un permis d'urbanisme. On a parlé du schéma directeur, il y a encore le RRUZ, encore une autre procédure urbanistique qu'il faut pouvoir modifier, et chaque fois, chacune de ces procédures contient son processus de participation, et donc il n'y a aucun doute par rapport à ça. Sur la question, est-ce qu'on peut se permettre de dire, ok, on va construire sur des terrains qui appartiennent quand même à du privé à la rue Evart, on avait déjà eu la question déjà à l'époque, je me souviens, et ne pas construire sur un terrain qui appartient au pouvoir public du logement. C'est pas si simple, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus logique de construire sur des terrains qui nous appartiennent et qui sont prévus pour construire du logement public, que de se dire, je vais imposer à des acteurs privés de le faire. Moi, je veux bien, si on me donne la possibilité, et qu'il y ait un consensus large pour se dire qu'on va déterminer ce que les privés vont construire chacun à leur niveau. Je pense qu'il y aura plein d'autres personnes qui vont réagir dans l'autre sens pour dire que c'est pas possible, que c'est scandaleux et qu'on ne peut pas faire ça. Cela dit, c'est la deuxième raison qui est la plus importante pour moi, c'est que malheureusement, compte tenu de la pression sociale et de la pression démographique qui existe, il est indispensable de pouvoir construire, de prendre plusieurs mesures en fait pour concrétiser le droit au logement des Bruxellois. Et donc, il faut construire des nouveaux logements, il faut rénover les logements actuels, il faut aider à accéder à la propriété, il faut réquisitionner et faire des choix sur des surfaces foncières qui sont encore disponibles et qui appartiennent au pouvoir public, comme à Scarbeck-Josaphat, dans des quartiers très différents, pour pouvoir construire là aussi des logements, notamment publics. Et donc, on ne peut pas se permettre de se dire, et on n'est certainement pas dans une situation où on se dit, on va tout régler à la porte d'une innove. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Et on a près de 80 projets différents qui existent actuellement et qui vont encore se développer et qui seront des projets les plus mixtes possibles, mais pour lesquels il y aura aussi des réponses publiques qui sont indispensables. Et la troisième raison pour laquelle je pense qu'il faut construire des logements ici, et ça a été dit, c'est que, et je crois que c'était c'est le fait que le logement est aussi une réponse à la volonté de pouvoir faire du lien entre les différents quartiers qui existent ici. C'est pas simplement qu'on doit réaliser notre programme, il y a aussi ça, mais il y a aussi le fait que ça peut être positif pour l'ambition qu'on peut avoir pour ce quartier, en ce y compris pour la sécurité et d'autres éléments qui peuvent exister, ou la convivialité qui peuvent exister dans ce quartier, que de densifier à cet endroit-là. Mais ne pas le faire n'importe comment, être dans une démarche qualifiante globale beaucoup plus importante, et effectivement intégrer, c'était les 3 fonctions que j'ai dites, qui sont a priori pas dans nos métiers, ni ceux de B6RED, le propriétaire privé, ni la SNRB qui construit le logement social, mais l'idée de se dire, profitons de cet endroit-là pour faire aussi une prolongation du parc, et aussi un musée par exemple, nous on le soutient, on veut vraiment porter cette idée-là, parce que je pense qu'effectivement elle se fera au bénéfice du quartier d'abord. Ok, la question 2 pour Tom. Je voulais aussi confirmer que la porte de Ninove, enfin ici évidemment on parle de la porte de Ninove, c'est normal, mais cette zone de la ville, ce quartier, est loin d'être le seul à être envisagé pour répondre à l'énorme demande qui
qui est présente déjà aujourd'hui pour du logement. Et donc, ça me donne l'occasion de parler du plan Canal, dont l'élaboration est confiée à un urbaniste assez réputé qui s'appelle Alexandre Chemetov, et dont un des 3 objectifs est précisément d'identifier tout le long du canal sur quelle parcelle est de préférence publique il est encore possible d'accueillir du logement. Donc ce travail qu'on fait sur la porte de Ninove, il est fait partout et vous n'êtes pas les seuls à devoir répondre à ce travail. Et juste sur la question des traversées piétonnes et cyclistes du permis espace public, il est clair que c'était une des grandes remarques émises par les habitants au niveau de la concertation de l'enquête publique et que c'est un des gros points sur lesquels le bureau d'études se réfléchit aujourd'hui pour essayer d'aboutir à un permis qui prend ça en compte. Sans bordure en métal, qui sont un peu glissants. Sans pic, sans clous, sans rien. Encore 3 questions. Ja. Misschien in Nederland. De wijken waarover wij praten zijn wijken die historisch heel sterk waren in werkgelegenheid. Dat is even werk. Is er nog, ik hoor de hele tijd een verhaal van woningen, gewoon musea, cultuur, verbindingen, heel tof, ruimte en ordening. Maar ik hoor heel weinig over werkgelegenheid. Kantoren, dat kan blijkbaar niet, er zijn er genoeg van, maar er is ook andere werkgelegenheid. Ik was recent in Roubaix. In Roubaix hebben ze eeuwenlang mensen daar naartoe. Maar hebben ze de laatste decennia een enorme teruggang gehad van hun industriële werkcentrum, van hun textiel, waar ze natuurlijk naar wereldtop waren. Maar nu zijn er terug weer kleine bedrijven die daarin werken. Dus ik vraag mij af, in die plannen, of we niet te veel aan het doorslaan zijn naar wat wij nu op papier heel belangrijk vinden, en te weinig kijken naar, misschien komt er wel een tijd dat er terug nood is aan te werkstellingen in Brussel, ook in de handenarbeid, gespecialiseerd. Pierre. C'est une question pour M. Michaelis. En fait, je voulais bien que si vous pouviez expliquer ce que ça veut dire la nécessité de réinvestir l'endroit et qu'il attire des gens qui ne sont pas du quartier. Qu'est-ce qui justifie cette nécessité? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça annonce? Ok, et... La dernière question. Totalement d'accord avec monsieur qu'il faut des espaces verts les plus grands possibles. Et une question naïve, tous les ans il me semble qu'il y a 500 000 nouveaux habitants qui arrivent à New York, mais pas un seul n'accepterait de lâcher un seul mètre carré de Central Park pour mettre du béton à la place. Pourtant les 500 000, on arrive à les caser. Alors maintenant, si vraiment il faut bétonner, pourquoi pas faire un projet artistique avant tout et mélanger l'écologie et l'artistique. Par exemple, maintenant il y a des projets futuristes avec des tours magnifiques qui intègrent des jardins et même des fermes, avec même des animaux à tous les étages, si on veut. On pourrait faire un étage avec une ferme, une école au-dessus, des bureaux en dessous et des logements encore au-dessus. Il y a des projets vraiment magnifiques qui ont été imaginés il y a 20 ans, qui étaient utopiques il y a 20 ans, mais qui sont tout à fait constructibles maintenant. Et donc l'idée, ce serait de faire un parc, peut-être un tout petit peu plus petit, mais un parc vu comme une construction architecturale, avec des falaises artificielles, même des petits canaux comme à Venise, pour faire du canotage, pourquoi pas, parce que justement, je trouvais magnifique l'idée de l'eau qui passe au-dessus de l'eau, de l'aqueduc qui passe au-dessus du canal, c'est une idée géniale. On pourrait la développer encore beaucoup plus et faire des niveaux d'eau qui passent à la verticale, quoi. Et donc l'idée, c'est d'associer le quartier avec une culture artistique, à la fois en architecture, et aussi dans l'aménagement du parc, pour faire des œuvres d'art avec de l'eau, par exemple. Et parce que des pelouses où personne n'a le droit de marcher, c'est pas très drôle, quoi. Mais donc l'idée, c'est de faire du volume avec le parc, avec de la terre, des falaises, des chemins naturels, un petit peu comme le jardin du Quai Branly à Paris, par exemple, ou les Buttes Chaumont, qui est un parc magnifique. Ok, c'était pas vraiment une question. L'idée, c'est de partir sur un projet totalement artistique qui après serait le symbole de Bruxelles, quoi. Ouais. Avec l'écologie en plus. Je vais poser la question à vous. Est-ce que ça va? On arrête avec ces 3 questions ou est-ce qu'il y a encore un truc? Il y a encore une question et après, et avec ça on termine. Ok. Oui. Criez. Dans le début de l'exposé de M. De Gaïd, il a dit que c'était un carrefour d'art
Et jusqu'à maintenant, on a entendu parler donc, du parc. Là, tout le monde sait que je suis à fond pour le parc. Logement, musée. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la mobilité, avec toutes les sortes de mobilité? Parce que la place n'est pas infinie. On a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est qu'apparemment le tram, le nouveau tracé du tram aurait déjà un permis. Est-ce que c'est juste? Comment ça se fait qu'il y a eu un permis alors que on n'a pas entendu parler qu'il y avait un permis pour l'ensemble de l'espace public? Donc on est un peu surpris de voir un... On a demandé par communiqué de presse une nouvelle enquête publique en juin 2012. Oui. Alors est-ce qu'on va avoir un tram qui fait déjà une espèce de crawl comme ça dans l'espace alors qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire exactement comme bâtiment? Il y a quelque chose quand même d'un peu aberrant. Voilà. Ok. Voilà, et on va s'arrêter avec ça. Qui a... Ik wil de vraag rond de werkstelling, ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Ik denk dat voor Brussel ook een van de grootste uitdagingen zal zijn als we gaan kijken naar de grote werkloosheid die er is in Brussel en het post-industriële karakter. In dat opzicht is in vergelijking met Roubaix, als je ziet bijvoorbeeld Anderlecht, heel die kant, waren ook eigenlijk heel veel textielbedrijven vroeger, die vandaag er niet meer zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te investeren in werkgelegenheid. Ik ben gisteren nog op werkbezoek geweest in Anderlecht bij Karine Guilson. Karine Guilson is een van de meest gereputeerde Brusselse ontwerpers die heel veel laaggeschoolden uit de buurt te werk stelt van verschillende nationaliteiten. Ik denk dat we zo'n bedrijven heel erg moeten stimuleren. Wat de Need of Support exact betreft, als ik het heb over een museum en over een sociaal plan, dan zal dat sociaal plan juist in die richting moeten gaan. Van wat kan een museum betekenen voor tewerkstelling? Een museum staat nooit alleen. Als het een gereputeerd, juist museum is, dan ga je sowieso mensen nodig hebben die een café openen, die suppost zijn in zo'n museum. En dan pleit ik ervoor dat je in eerste instantie de mensen uit de buurt daarbij gaat betrekken. Een tweede aspect is dat je altijd afgeleiden hebt. Dat je niet alleen een museum hebt, als het goed gaat in een wijk, dan ga je ook een ontwikkeling hebben in de horeca, dan ga je ook een ontwikkeling hebben in andere zaken en dan gaat dat ook tewerkstelling genereren als dat goed begeleid wordt. En daarom zal dat sociaal plan zo belangrijk zijn en zal daarvan ook afhangen of dat je die wijk ook mee gaat trekken of niet. Il y avait... Alors, s'il y avait quelques questions sur le logement et puis sur l'emploi, je voudrais aussi en parler 2 minutes. Sur le logement d'abord, je disais, moi je continue à aller dans les quartiers et à plaider pour qu'on construise du logement public à finalité sociale. C'est pas toujours simple parce qu'on a 2 catégories de population qu'on rencontre. Il y a ceux qui sont dans les situations sociales qui sont particulièrement douloureuses et qui... à juste titre, demande qu'on aille beaucoup plus vite dans la production de logements publics, que ce soit dans les revenus les plus bas, les revenus du logement social, mais aussi les revenus qui sont un tout petit peu plus hauts, qui ont énormément de difficultés. Et donc, je continue à le faire, je le fais ici, dans ce cadre-ci, mais je le fais dans plein d'autres quartiers à Bruxelles, et donc, je ne veux que personne n'ait l'impression qu'on concentre ces demandes-là ou qu'on fait une pression particulière seulement dans certains quartiers. Non, c'est vraiment dispersé. Et un des projets que je voudrais absolument voir aboutir, c'est à Woluwe-Saint-Pierre, le terrain de Dame Blanche, qui est un autre terrain important qui appartient à la SNRB et qu'il va absolument pouvoir aboutir avec le changement de majorité communale qui a eu lieu sous cette législature. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut aussi des logements qui s'adressent à d'autres publics? Parce que je pense que c'est aussi très important que dans un quartier comme celui-ci, où effectivement on est dans des communes plutôt qui, sur l'ensemble de la région bruxelloise, ont plutôt pris leurs responsabilités par rapport à la production de logements publics à finalité sociale. Que ce soit Molenbeek d'un côté, de l'autre côté la ville de Bruxelles, et de l'autre côté Anderlecht, c'est dans les 3-4 communes qui ont le taux de logement public à finalité sociale le plus élevé de la région. Et donc, il est important de mettre des logements. On sait aussi qu'on travaille avec un partenaire qui est propriétaire privé, qui ne va pas construire, lui, des réponses pour cette catégorie de population, même s'il sera sans doute
obligés de respecter les nouvelles règles qui existent en charte d'urbanisme et qui donc feront en sorte qu'il y a une production possible de logements publics aussi à ce niveau-là, ou d'autres fonctions qui sont utiles à la collectivité. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait aussi des logements qui s'adressent à une autre catégorie de population. Ici, vous disiez, moi je suis un nouvel habitant, c'est aussi la ville, ça. La ville, forcément, elle a des habitants qui viennent, qui bougent, qui doivent pouvoir s'installer dans de nouveaux quartiers qui émergent. Et je pense que c'est aussi positif. C'est ça aussi la vitalité d'une ville. Sur l'emploi, c'est absolument indispensable. Et c'est pour ça que sur la rue Evart, qui fait le lien aussi avec les abattoirs de l'autre côté, je crois qu'il est indispensable de pouvoir, et c'est bien parce qu'on a là des projets de développement des abattoirs qui sont très positifs, très intéressants, dans le cadre d'un contrat de quartier aussi qui existe, essayer de soutenir ça. Dans le secteur de l'alimentation, ce sont des emplois qui sont très importants pour la région bruxelloise parce qu'ils correspondent aussi à des qualifications qui peuvent être existantes dans la population qui est présente. Et je pense que donc dans ce quartier-là, il faut absolument réfléchir à des petites entreprises qui sont notamment en lien avec l'alimentation, qui doivent continuer à se développer et ne pas prévoir par exemple que du logement non plus. Et d'autre part, je partage totalement l'analyse que la culture en ville, que ce soit des musées ou d'autres activités de ce style-là, est une des activités qui donne la possibilité de pouvoir avoir des emplois qui correspondent à des qualifications qui sont très importantes justement, encore une fois, pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois. Et donc, c'est vraiment un secteur économique, en fait, outre l'intérêt de ce qu'il apporte au niveau culturel. Et donc, moi, j'admire quand même, parce que le travail qui a été fait par Xavier Duguet, ce n'était pas de venir avec un projet architectural fini, mais c'était de lancer quelques idées. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que justement, en lien avec la voie d'eau, il venait déjà avec des intuitions et avec des idées alors que ce n'était pas spécialement ça l'objectif, mais qui montrent bien qu'on peut utiliser la voie d'eau, qu'on peut utiliser les espaces verts, qu'on peut travailler et apporter des touches qui sont extrêmement importantes et qui vont donner un aspect qualitatif autour de cette notion de vert, de lien avec l'eau, et qui seront vraiment profitables au quartier. Donc je crois qu'on est aux prémices de ce travail-là. Il faut se donner des obligations de résultats par rapport aux futures étapes qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus précises, mais je crois qu'on est vraiment dans une très bonne base de ce point de vue-là. Il y avait encore la question de Pierre, oui. Presque. J'ai répondu. Si les communes avaient fait leur quota ou si les habitants ou certaines associations devaient avoir peur d'arriver de nouveaux habitants, mais pourquoi est-ce que vous estimez que c'est une nécessité? Parce que vous l'avez exprimé comme tel dans votre intervention tout à l'heure. Je ne sais plus le terme exact que j'ai précisé, mais donc que j'ai utilisé à l'époque, mais c'est pas grave, je l'assume sans aucune difficulté. Je pense que je l'ai retraduit, si vous voulez, pour que vous... Enfin bon, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue là-dessus. Je dis simplement que dans ce quartier, à l'endroit où on est, c'est utile d'avoir des habitants en plus. C'est utile d'avoir... Mais c'est pas possible. Non, écoute, je vous le dis. Il n'y a même pas assez de place dans les rues, donc c'était... Alors, c'est la raison. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'il faut... Monsieur, pourquoi est-ce que je pense, par exemple, qu'il faut construire de nouveaux logements sociaux? On l'a montré dans les... Oui, on doit les construire, mais pas à cet endroit quand même. Donc, pas seulement dans cet endroit-là. Et il ne faut pas construire... Je suis très fâché, je me sens dans un piège que je suis invité, un peu comme comment on dit, celui qui a un projet de fou. Donc, il y a une question que j'ai. Donc, il y a une étude qui est faite par l'UCL sur la demande de votre gouvernement il y a quelques années. Donc, leur conclusion, c'est qu'on ne doit plus construire de nouveaux logements dans ces quartiers autour du canal. J'ai montré la carte, et cette carte, tu dois le connaître. C'est fait sur ta demande. Donc, et maintenant, on fait semblant que ça n'existe pas. Ce sont des scientifiques, ils ont des argumentations. Ou bien on dit pourquoi leur argumentation est fausse et pourquoi on revient sur de continuer à construire des logements autour du canal dans ces quartiers du centre. Et on fait semblant qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème de densité, qu'il n'y a pas de problème de manque des espaces verts. Ok, ce point est clair. Oui, mais je comprends tout à fait je comprends qu'on puisse aussi développer ça comme point de vue. Cela dit, quand on regarde justement les tableaux qui sont là,
Et on voit effectivement que si on regarde la répartition, la densité qui peut exister entre les quartiers, ce sont des quartiers où il y a une densité qui est extrêmement forte. Et donc, quand on parle de défi démographique, il y a 3 sources pour l'évolution du défi démographique. Il y a ceux qui viennent de l'étranger, il y a les flux interrégionaux, et puis il y a les familles tout simplement qui ont des enfants en plus et qui augmentent. On ne va pas réinventer que c'est évidemment dans ces quartiers-ci, autour d'ici, qu'il y a énormément de familles qui vivent dans des logements qui sont beaucoup trop étroits et où la difficulté de vivre de manière correcte est extrêmement importante. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on doit absolument construire aussi dans ces quartiers des logements qui sont construits autrement que comme on construisait dans le privé ou comme on construisait par les pouvoirs publics il y a quelques années, avec des espaces beaucoup plus importants. Quand on construit des logements sociaux aujourd'hui, on les construit avec le côté vivable de ces logements n'a aucune mesure par rapport aux logements tels qu'on les construisait il y a quelques années. On construit beaucoup plus de logements avec des chambres plus importantes, parce qu'effectivement, ça correspond à des besoins qui sont ceux des familles. Et donc, ce n'est pas non plus complètement surréaliste de se dire que dans des zones où il y a des besoins qui doivent exister en logement qualitatif, que les pouvoirs publics puissent construire de nouveaux logements pour pouvoir apporter une partie des réponses qui pourront exister par rapport à ces familles et aux problèmes qu'elles rencontrent là où elles sont en train de vivre actuellement. Mais nous ne faisons pas que ça. Tu sais, et nous ne construisons pas. Il n'y a pas de parc. Et pourquoi tu me dis pourquoi tu ne prends pas la voiture? Je dis je n'ai pas de voiture. Pourquoi tu ne prends pas le tram ou le bus ou le métro pour aller à un parc? Moi, je n'ai jamais répondu ça. J'ai dit non, que sur le terrain qui devait exister ici, même si c'est un terrain où on doit construire normalement que du logement, eh bien, je dis qu'il faut construire une extension du parc qui est prévue par Belléris. Et qu'il faut absolument faire ce lien-là et justement réfléchir au niveau de la façon dont on va construire des logements pour qu'il y ait un maximum de place. Mais ça, regardons les projets et les plans ensemble lorsqu'on les déposera. Et on verra bien la surface qu'on peut dégager pour construire à la fois du logement, à la fois un musée et à la fois un parc. Et on fera le débat à ce moment-là et on verra bien ce qui est possible ou pas possible. L'intérêt de travailler avec plusieurs esquisses, c'est qu'on pourra faire des modèles différents. Et on refera le débat à ce moment-là pour savoir si c'est possible ou pas. Ok. Mais il n'y a pas de fait accompli, monsieur. Ne dites pas des choses qui ne sont pas exactes. Okay. Le fait accompli, ça n'existe pas. Dans cette région, ça n'existe plus. Ça existait pendant très longtemps dans cette région. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a davantage de projets pour lesquels il y a des résistances et où les pouvoirs publics tiennent compte de ces résistances que des pouvoirs publics qui viennent et qui imposent leur point de vue sans aucune possibilité de participation des citoyens. Il y a des choses qui ont changé et qui ont changé positivement. Il faut aussi pouvoir le valoriser, je pense. Dans toutes les enquêtes qui sont faites parmi les enfants dans le quartier, la première question pour leur quartier, c'est de l'espace vert. La première, dans toutes les écoles, et on l'a fait pour les élections communales, on le fait régulièrement dans des programmes dans toutes les écoles. Mais si les enfants, c'est leur premier besoin, et c'est leur besoin physique, ce n'est pas un besoin théorique, c'est un besoin physique. On doit vivre une fois d'avoir un logement. Demande à tous ces gens qui habitent à côté là. Pour pouvoir faire ses études, je peux vous assurer que pour les enfants et pour les familles, c'est extrêmement important aussi. Je suis un écologiste. Et si je me bats pour qu'il y ait du logement, et du logement digne, et du logement décent pour les gens, c'est aussi parce que je sais l'importance, et on ne va pas commencer à confronter les différentes études qui montrent ce dont chacun a besoin. Je vous assure que ce n'est pas du luxe que de proposer qu'il y ait davantage de logements publics et davantage de logements décents partout dans Bruxelles. Et on ne s'acharne pas du tout dans ce quartier, je vous prie vraiment de le croire. Ok. Pour moi, ces points sont très clairs, je m'excuse. Je vais donner les 2 dernières paroles. Quoi? Non. Je vais donner les 2 dernières paroles. Je voulais donner la dernière parole quand même au représentant du ministre-président. Mais comme il y a une femme aussi, elle mérite la toute dernière. Sexiste avec Ben. Pour être très très clair par rapport au tram, donc aujourd'hui il y a une demande de permis d'urbanisme dans laquelle, qui concerne les espaces publics et effectivement dans laquelle est comprise le tracé du tram puisqu'on parle d'espace public, mais il n'y a pas de permis octroyé puisque cette demande est en train d'être réexaminée comme suite aux avis qui ont été émis pendant l'enquête publique et à la commission de concertation. Voilà. Alors, juste pour terminer, moi, l'emploi, évidemment, qui est un énorme défi, et monsieur avait totalement raison de souligner
cet aspect des réflexions qu'on doit mener et notamment sur la zone du canal, qui à cet égard a un potentiel énorme. Et je crois que la grosse réflexion à laquelle Bruxelles est confrontée ou doit être confrontée, c'est celle de l'emploi que on pourrait appeler utile. C'est-à-dire qu'il doit profiter à la ville, mais il doit profiter aux habitants et leur offrir du travail. Et la zone du canal est l'endroit rêvé pour rencontrer cette demande. Par exemple, et là je jette une pierre dans le propre jardin de la région, le taux d'emploi des Bruxellois au sein du port de Bruxelles, par exemple, est trop faible. Et c'est assez inexplicable. Et donc, le deuxième objectif du plan canal que Rudy Vervoort va soumettre au gouvernement, on l'espère en juillet, c'est cet objectif-là. C'est celui de l'intégration de l'activité économique en ville et de comment cette activité économique sera renforcée de cette intégration urbaine et comment elle offre du travail aux Bruxellois en priorité pour autant qu'on puisse le faire. Ok. On termine. Quelques mots de remerciement pour tout le monde ici, pour tous ceux qui ont parlé. Merci à Daoud qui a fait la technique de Art to Work. Merci à l'équipe de Groter pour les bonnes frites. J'en ai pas encore mangé, mais j'arrive. J'espère aussi avec des bières. Le débat peut encore être continué. Et nous, de Plateforme Canal, on est de retour le 6 octobre pour un Plateforme Canal qui s'appelle pour le moment Jouer dans la ville. Donc on va encore pouvoir parler de la nécessité d'espace pour les enfants, de s'épanouir et tout ça.